Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Cet ouvrage est publié avec le concours du Fonds social européen, FSE, et de l'Université de Bordeaux. Avant-propos, accompagnement et accessibilité. Pour mieux inclure les personnes à besoins particuliers? Lucas Sivillotti, Éric Dugas. Fin août 2019 s'est tenu à Bordeaux un colloque international intitulé « Accompagnement, médiation et altérité, de l'inclusion prescrite à l'inclusion réelle ». Initié sous l'impulsion de l'équipe du projet de recherche EMELCARA, expérience d'un dispositif de médiation auprès d'étudiants et de lycéens atteints d'un cancer ou d'une maladie rare, 2016 à 2019. Il fut financé par le Fonds social européen et soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, l'Université de Bordeaux et l'association Carillon. Rappelons que l'équipe de recherche susvisée est à l'initiative d'une plateforme web à destination des enseignants, des jeunes adultes gravement malades et de leurs parents, Carillon 2020, d'un MOOC, formation à distance ouverte à tous, sur les pratiques inclusives de la maternelle jusqu'à l'université et d'une enquête scientifique, sur 3 ans, réalisée auprès des étudiants atteints d'une maladie rare. Clôturant le projet de recherche, ce colloque international fut l'occasion de réunir une 50aine de communicants, chercheurs, professionnels de santé et de l'éducation, jeunes atteints de maladies graves chronicisées, cancers, maladies rares et parents. La parole fut d'abord donnée à la population cible et à leur entourage, puis elle alterna entre tables rondes de professionnels et chercheurs de divers horizons disciplinaires afin de rendre visibles les résultats de leurs travaux interrogeant, au prisme de l'accompagnement et de la médiation, l'inclusion en tant que paradigme, politique éducative et pratique professionnelle. Cet avant-propos passera en revue les notions essentielles à la compréhension des différents écrits proposés dans cet ouvrage. Puis, il prendra fin avec une brève présentation des parties. 1. L'inclusion et la recherche en question. Le concept d'inclusion s'est largement popularisé ces dernières années, et tend à remplacer d'autres notions historiquement fondamentales comme celles d'intégration et d'insertion. Ce terme se veut extérieur à toute hiérarchisation des vies, et repose sur le principe d'une société appartenant à tout le monde, sans distinction, Gardou, 2012. Ce concept est devenu l'étendard de bon nombre de préconisations, d'injonctions sociales et d'enjeux individuels, professionnels et institutionnels, notamment scolaires et universitaires. Il est évoqué dans la loi du 19 février 2005, dite loi handicap. La notion d'école inclusive est utilisée depuis la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Depuis, les politiques éducatives en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap sont devenues l'une des priorités des instances ministérielles. Il ne s'agit plus de penser la personne en situation de handicap comme devant s'intégrer à la société, mais de repenser la société pour qu'elle puisse être adaptée aux besoins de l'individu. Pour autant, bien qu'il y ait des préconisations législatives en faveur de l'inclusion et malgré les améliorations concrètes au niveau des effectifs accueillis que l'on peut constater dans les institutions françaises, la mise en application de ces droits, de façon pleine et entière, n'est pas chose aisée. L'inclusion dépend entre autres de la motivation individuelle des professionnels à prendre en compte les besoins particuliers, notamment dans le milieu scolaire universitaire, Rick et Ebersold, 2011. Les travaux récents de notre équipe de recherche montrent qu'elle dépend aussi des moyens humains alloués aux institutions et de leur formation, Sivillotti 2019. 3 phénomènes ont été constatés à travers les résultats d'une méta-analyse sur l'efficacité de l'inclusion en France et à l'international, Bonvin, Ramel, Curchot-Ruedi, Albanese et Doudin 2013. Premièrement, l'étude révèle un manque de recherche dans le champ de l'inclusion, un besoin auquel cet ouvrage compte bien contribuer. Deuxièmement, l'efficacité d'une démarche inclusive ne peut être contestée sur un plan éthique et sociopolitique. Troisièmement, le processus inclusif va au-delà du simple lieu de scolarisation. En cela, les pratiques inclusives s'étendent à différents domaines. D'ailleurs, le lecteur observera dans cet ouvrage qu'elle ne concerne pas uniquement le champ scolaire. L'inclusion est indissociable de la société inégalitaire et normative dans laquelle elle s'inscrit, le Capitaine 2013. Elle ne s'arrête pas aux frontières de l'école,
Elle est un processus variable, un nouveau paradigme à adopter par l'ensemble de la société pour espérer faire évoluer les représentations collectives. Car il s'agit bien ici d'interroger le regard, politique, social et scientifique, porté sur l'altérité et de questionner son évolution, ou plutôt sa constance. 2. Accompagner, une pratique dans le souci de l'autre. Si elle est avant tout considérée comme un moyen de réduire les inégalités d'accès de tous les individus par l'adaptation de l'existant, la société inclusive ne peut se réduire à l'accessibilité au sens protéiforme du terme, au bâti, numérique, loisirs, à la culture, etc. Elle investit de plus en plus fréquemment le domaine de l'accompagnement humain, Gardou et Boutonnier, 2020. Les pratiques inclusives s'inscrivent dans la personnalisation d'un suivi prenant en compte l'individu en tant qu'entité. L'absence d'individualisation et la conservation d'un accompagnement protocolisé, ne prenant pas en compte l'humain, favorisent la catégorisation du handicap et des personnes qui en sont porteuses. Ce ne sera pas le handicap en tant que tel qui sera interrogé ici, mais bien le rapport à l'autre et l'attention à la différence chez autrui. Ainsi avons-nous privilégié de ne pas faire mention de handicap dans le titre de l'ouvrage. De même, la notion d'altération pouvant renvoyer à une approche biomédicale et exclure des singularités liées à l'individu et son entourage, il lui sera préféré le terme d'altérité. Comme déjà introduit par Gilles Ferréol dans un précédent ouvrage de cette même collection, Dugas et Ferréol, sous la dire de 2015, le concept d'altérité est dérivé du bas latin alterita. Il apparaît, l'une des toutes premières fois vers 1270 et désigne alors le changement ou l'altération. Au XVIIe siècle, sous la plume de Bossuet, il évoque la distinction ou la pluralité et s'oppose à tout ce qui a trait au même ou à l'identité. Ferréol 2015 page 18. À ce titre, Gilles Ferréol approfondira le concept d'altérité dans la troisième partie de cet ouvrage. Il est important de préciser que l'altérité peut être vue comme un état liminal, au sens de Henri-Jacques Sticker 2005, suite à Robert Murphy 1990, dépendant de l'interaction de l'individu avec son environnement social. Dans cette acception, ce qui rend la situation problématique n'est pas l'altérité, c'est la façon dont la société est adaptée ou non aux besoins engendrés par l'altérité. Sachant que la liminalité conduit à poser un regard ambivalent, entre attirance et rejet, sur la personne handicapée. Ainsi, au cœur de l'altérité, faut-il tenter de reconnaître le caractère de ce qui est autre, pour mieux se questionner sur nous-mêmes et sur ce que nous pensons. Dugas, Dugas et Ferréol, sous la dire de 2015 page 8. Par ailleurs, bon nombre d'obstacles peuvent conduire à l'exclusion effective et ou symbolique de la vie sociale. Dans le champ scolaire, c'est la situation pédagogique qui engendre le handicap, Plaisance 2015. Si un élève dont le besoin lié à son altérité est compensé par un aménagement, alors celui-ci ne sera plus en situation de handicap. Plaisance donne l'exemple d'un enfant avec une déficience visuelle qui, à l'aide d'une adaptation pédagogique telle qu'un grossissement de lettres, n'aura pas de différence de compréhension par rapport aux autres élèves. C'est le principe de toute compensation. Pour autant, comme l'illustre Axel Kahn 2019, une personne voyante est en situation de handicap lorsque survient par exemple une panne d'électricité, bien plus d'ailleurs qu'une personne non-voyante, mais l'inclusion ne peut empêcher la personne de ne pas voir. Si bien que l'auteur précise que le but d'une société inclusive est d'accueillir et d'inclure des citoyens dont la qualité de personne soit incontestable et qui, handicapés ou non, vivent leur pleine citoyenneté avec le minimum de contraintes et obstacles. Ibidem, pp 10 à 11. Ce qui permet de pondérer certaines affirmations sur l'inclusion sociale, voire scolaire. Au-delà de la caractéristique physique ou sensorielle invalidante, cet ouvrage interroge plus largement les altérités pouvant être soumises à l'exclusion. De la maladie chronique à l'addiction, en passant par la situation de handicap en tant que telle, plusieurs singularités seront évoquées à travers le prisme des pratiques permettant l'inclusion des individus qui en sont porteurs. Ce n'est pas tant le positionnement de la personne concernée par une caractéristique invalidante qui sera interrogé, mais plutôt les mécanismes inclusifs mis en place par les professionnels pour répondre à des besoins constatés. Une analyse d'observation des micro- et macro-relations liées à la déficience a démontré que l'inclusion est favorisée uniquement lorsque l'altérité demeure peu extrême,
et que les échanges sont fondés sur des normes sociales du discours, Blanc 2006. Or, comme l'explique cet auteur, le handicap ne peut systématiquement satisfaire ces deux conditions. L'individu qui en est porteur se retrouve donc exclu de manière permanente. Il est bien ici question du regard porté sur la différence de l'autre, et de la perception que l'on en construit. Par crainte de l'inconnu et de l'incertitude, les professionnels travaillant au plus près de ces populations vulnérables mettent en place des obstacles sans conscientiser qu'ils sont le reflet de leur propre appréhension, Korfsos 2019. Des médecins qui excluent l'idée qu'un enfant malade puisse envisager la poursuite de ses études, des enseignants qui n'osent évoquer les difficultés de leurs élèves de peur de les stigmatiser, ou encore des éducateurs infantilisant des personnes avec un handicap moteur sont tous des obstacles fondés sur des appréhensions nourries d'une bonne volonté et sont parfois même justifiés, Civilotti 2019. Or, elles entravent l'autonomie à laquelle tout le monde aspire et excluent des individus de la vie citoyenne. Inclure ne signifie pas faire à la place d'eux, ou penser pour. C'est un processus accompagnant la personne vers son autonomie la plus aboutie afin qu'elle puisse jouir de façon pleine et entière des droits qui lui sont octroyés comme tout un chacun. 3. Regard croisé sur l'inclusion. Parmi les contributions du présent ouvrage, alternent des revues historiques revisitées sous l'angle des dernières mesures et réglementations en faveur de l'inclusion, ainsi que des recherches expérimentales contemporaines. Celles-ci étudient et relatent, pour la plupart, les pratiques et les expériences des professionnels de l'enseignement et de l'accompagnement, enrichies de diverses approches, notamment sociologie, sciences de l'éducation et psychologie. L'ensemble sera complété par la proposition de dispositifs inclusifs éprouvés et évalués, dont l'intérêt et l'efficacité seront interrogés. Devant une telle diversité d'approches, de contextes et de populations, il a été privilégié de se résoudre à un découpage pragmatique selon le lieu professionnel des pratiques et des réflexions associées. En cela, la première partie questionne les processus inclusifs rencontrés au sein du milieu scolaire, premier et second degré. La seconde interroge l'inclusion vécue dans l'enseignement supérieur. Enfin, la dernière analyse les pratiques inclusives réalisées en dehors de l'école ou de l'université. Précisons en dernier lieu que la parole, ou plutôt l'écriture a été laissée aussi à des professionnels et non pas exclusivement à des chercheurs, dans le souci de l'écoute du praticien réflexif, Schoen 1993, d'expérience partagée. En guise de chapitre introductif, Nicoletta Diacio ouvre de belles factures cet ouvrage en présentant une recherche sur le processus de grandir chez des jeunes de 9 à 21 ans atteints de diabète de type 1. On comprend au fil des pages tout le poids de l'incertitude ou plutôt des incertitudes liées à une trajectoire de vie altérée. Transition et liminalité, pourrait-on ajouter, sont dès lors au cœur du processus de grandir. Les altérités, les accessibilités, les parcours scolaires universitaires de vie vont entre autres accompagner le lecteur au cœur des processus inclusifs. La première partie, consacrée au milieu scolaire, débute sous la plume de Renaud Claverie qui entame une réflexion sur le partenariat entre l'école et le secteur médico-social. Elle s'associe au regard de pratiques de terrain et d'interactions plus ou moins convaincantes entre les professionnels des deux secteurs concernés. Enfin, sont proposées des pistes pour mieux agir et mieux construire un partenariat solide, inscrit dans la réalité quotidienne d'une école ambitionnant l'inclusion de tous les élèves. S'ensuit, au cœur de l'inclusion scolaire, du handicap et des pratiques enseignantes, une enquête auprès des professeurs du secondaire conduite par Emmanuel Durand. Il s'agit de recueillir la parole d'enseignants en prise avec l'inclusion, afin de comprendre la manière dont la scolarisation d'enfants en situation de handicap se réalise. L'auteur révèle une réalité multiforme de l'inclusion autour de 3 configurations. Des inclusions provisoires, 2. Des scolarisations inclusives pérennes, 3. Des dispositifs d'appui afin de poursuivre la scolarisation inclusive. La complexité de l'inclusion scolaire et des partenariats associés soulevés par les 2 premiers chapitres est ensuite mise en tension in situ par Caroline Genet et Loïc Johan Laperoni. Ceux-ci mettent en dialogue un chef d'établissement et un médecin scolaire, qui croisent leur expérience partagée de l'accompagnement de 3 élèves de lycée professionnel atteints de maladies graves chronicisées. Après la présentation de ces 3 vignettes,
La première partie se conclut par la problématique du classement produit par l'institution scolaire au regard des élèves à besoins éducatifs particuliers en éducation physique et sportive, est. Didier Séguillon, Sergio Avalos et Martial Mesiani interrogent le point de vue des enseignants, peu interpellés d'ordinaire sur cette question vive, alors qu'ils ont un rapport sensible au handicap par la mise en jeu corporelle caractérisant leur discipline scolaire. La seconde partie participe à l'analyse des pratiques inclusives au prisme de l'enseignement supérieur. Les 2 premiers chapitres se focalisent exclusivement sur les étudiants en situation de handicap. Le premier étudie la manière de rendre accessible l'enseignement supérieur à tous les étudiants, du fait d'une offre forte répondant à la demande croissante. Ainsi, Alicia Garcia, Séverine Parer, Anne Olivier, Anne Ziliara et Augustin Mutual s'interrogent sur l'écart existant entre les prescriptions bienveillantes et la réalité. Une pédagogie universitaire inclusive se doit de dépasser les aides et aménagements de base, humaines, matérielles, techniques, afin de prendre en compte des besoins singuliers de tout un chacun et la mise en place de pédagogies adaptées à leurs besoins respectifs. Le CAIR s'invite ici, car le souci de l'autre pour le bien de tous serait le ciment de l'inclusion. En second lieu, Antoine Verretou, sous l'angle de la sociologie de l'expérience chère à François Dubet et à l'appui de 2 enquêtes quantitatives, nous convie à mieux appréhender et comprendre l'expérience des discriminations des étudiants en situation de handicap. À l'épreuve de la confrontation des comportements discriminatoires, entre un quart et la moitié de ce public spécifique s'estiment victimes de tels agissements. Sont-ils affectés dans leur parcours de vie ? Il semblerait que si les phénomènes de stigmatisation et discrimination persistent, l'expérience estudiantine reste néanmoins un moment privilégié et n'impacterait guère leur destin académique. Enfin, les mots de la maladie chronique, donnés à lire dans des chapitres précédents aux mots d'une autre maladie chronique, le cancer, nous conduisent au dernier chapitre de cette partie, coécrit par une équipe de chercheurs psychologues, Stéphanie Matet, Claire Ballot, Virginie Postal et Christelle Robert. Si les mots font les choses, les émotions associées et leur intensité nous font pénétrer aux frontières de la psycholinguistique et de la psychologie cognitive. La charge affective et émotionnelle liée aux vocables utilisés dans le monde de la santé résonne tant chez les patients que chez le tout-venant. D'autant plus lorsqu'il s'agit de maladies graves. Les mots émotionnels, perçus par des médecins, des adultes ou des étudiants n'ayant jamais reçu de diagnostic de cancer, sont ici testés et comparés. Familiarité, émotions positives ou négatives et leur intensité force, soit l'arousal. Accompagner, c'est aussi utiliser et choisir les mots en connaissance de cause. La troisième partie rassemble des textes qui analysent l'inclusion sociale au prisme notamment de programmes ou de dispositifs autour de la santé et des altérités, tout en s'éloignant de l'école et ou de l'université. Gilles Ferréol débute cette dernière partie en replaçant des concepts tels que l'altérité, le vivre ensemble et la reconnaissance dans le cadre d'un paradigme relationnel, ceci afin de nous plonger au cœur d'un programme fondé sur l'accompagnement de jeunes toxicomanes. Pour ce public cible, l'accompagnement fait montre d'un déplacement du regard qui n'essentialise pas l'individu ni le judiciarise, mais qui le place au cœur d'une co-construction, d'une dynamique participative. De la précédente étude de cas associée à un programme d'accompagnement, nous passons à la mise en place d'un dispositif d'intervention multimodale. Le programme de prévention et de prise en charge du tabagisme chez les adolescents et jeunes adultes. Ce second chapitre, coécrit par Marion Barrault, Véronique Garguil, Thierry Charenton, Maria Karimov-Zwinenberg, Marion Berracochea et Jean Gara, s'appuie sur des enquêtes quantitatives liminaires, nationales et régionales, et interroge par la suite la transférabilité d'un tel dispositif à d'autres publics et d'autres contextes. Quant à Hugo Dupont, il s'intéresse à une autre forme de dispositif, celui d'orientation permanente à l'endroit d'enfants, d'adolescents et jeunes adultes en situation de handicap. Plus particulièrement, il met l'accent sur l'accompagnement du parcours de ces personnes, dont la proposition d'orientation par la CDAPH, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, n'a pas pu se concrétiser. Au fil des pages, l'inclusion est confrontée à la réalité, et on découvre que le parcours du combattant pour ce public et leur entourage n'est pas un vain mot, que la dynamique de la co-construction tant clamée n'est que partielle, voire partiale. Pour clore cette dernière partie, Nathalie Pinède, Véronique Lespinet-Najib,
Létano Maria Inès et François de Montou font le tour de la problématique de l'accessibilité numérique en tant que médiation, les vertus médiatrices du numérique pour les personnes en situation de handicap. Car en matière de numérique, le processus de l'inclusion se pose aussi, et prend encore plus de relief depuis la crise de la pandémie du coronavirus. L'article collectif a été déposé avant la situation sanitaire exceptionnelle vécue à partir de la fin de l'année 2019. Si des fractures numériques existent, l'accessibilité numérique est irréductible à une médiation technique, mais s'ouvre aussi, comme en concluent les auteurs, en tant que médiation cognitive, symbolique, inscrite dans une dynamique infocommunicationnelle, partant des usages et des utilisateurs. Tout au long de cet ouvrage, l'inclusion à l'école, mais aussi hors de l'école, dans la vie sociale au quotidien, a servi de fil rouge et a été mise en dialogue avec l'accessibilité, l'accompagnement à l'épreuve des altérités. Il existe aussi une mise en tension entre les incitations et les obligations, Dugas, 2019, entre les prescriptions et la réalité vécue par celles et ceux qui ont des besoins, des attentes et qui s'estiment toujours dans un entre-deux, une liminalité, comme évoqué plus haut. Ce seuil instable et incertain se frotte aussi au temps et particulièrement à certaines temporalités, qui jalonnent le parcours de vie des personnes à besoins particuliers. Si bien que l'on peut se questionner sur l'inclusion sociale, à savoir si au-delà des mots, des efforts citoyens, des politiques incitatives et pragmatiques, elle est une réalité ou une illusion, une sorte de plafond humaniste inatteignable. C'est pourquoi l'ouvrage s'achève tant en s'ouvrant sur l'avenir, sur les rêves ou les désillusions. Umberto Cugola soulève ainsi le paradigme de l'inclusion sociale, entre illusion ou réalité. Pour ce faire, il s'appuie dans un premier temps sur la subjectivité en acte au travers de l'expérience de professionnels de l'enseignement et de l'éducation en récoltant leurs verbatim échangés dans des espaces d'analyse de la pratique. Dans un second et dernier temps, le rapport individu-société sera analysé au filtre notamment de la théorie des systèmes et de la communication de Niklas Luhmann pour sonder les âmes ou plutôt sonder l'éprouvé de la créativité. Ces dernières lignes ouvrent ainsi l'espace au débat et controverse autour de la quête d'une inclusion cheminant au rythme des incertitudes de l'ici et maintenant et du lendemain. Référence bibliographique. Blanc-Alain, 2006, Le handicap ou le désordre des apparences, Paris Armand Collin. CURCHODRUEDI Denise, Ramel Serge, Bonvin Patrick, Albanese Otavia et Doudin Pierre-André 2013, De l'intégration à l'inclusion scolaire. Implication des enseignants et importance du soutien social, Alter numéro 7 avril, pp 135 am 147. Dugas Eric 2019, Avant-propos, in Dugas Eric sous la dire de Handicap et recherche regard pluridisciplinaire, Paris CNRS, pp 7 à 14. Dugas Eric et Ferréol Gilles, sous la dire de 2015, Oser l'autre. Altérité et accent aigu-ducabilité dans la France contemporaine, Louvain-la-Neuve, EME. Ferréol Gilles 2015, Altérité, lien social et système éducatif, in Dugas Eric et Ferréol Gilles, sous la dire de Oser l'autre, Opsite, pp 17 à 30. Gardou Charles 2012, La société inclusive, parlons-en, il n'y a pas de vie minuscule, Toulouse, RS. Gardou Charles et Boutonnier Julien 2020, La société inclusive en Pan numéro 117, premier trimestre, pp 13 à 20. Can Axel 2019, Handicap, citoyenneté et inclusion, in Dugas Eric sous la dire de Handicap et recherche regard pluridisciplinaire, Paris CNRS, pp 15 à 26. KORFFSAUSS Simone 2019, Impact et enjeux psychiques de la vulnérabilité, in Bossard Louis-Marie, Lerner SEI Tréma Sophie et CHAUSSECOURTE Philippe sous la dire de Éducation, formation et psychanalyse, une insistante actualité, Paris L'Harmattan, pp 71 à 78. Le capitaine Jean-Yves 2013, L'inclusion n'est pas un plus d'intégration, l'exemple des jeunes sourds, en Pan numéro 89, premier trimestre, pp 125 à 131. Murphy Robert 1990, Vivre à corps perdu, Trad FR, Paris Plomb, première édition en anglais 1987. Plaisance Eric 2015, Stigmatisation, discrimination ou reconnaissance ? À propos de la scolarisation des enfants en situation de handicap, in Dugas Eric et Ferréol Gilles, sous la dire de Oser l'autre, Opsite, pp 45 à 63.
Rick Olivia et EBERSOLD Serge 2011, lycéen et après? Les parcours vers l'enseignement supérieur et l'emploi, Suresnes, INSHEA. SIVILOTTI Lucas, 2019. La médiation auprès des étudiants atteints de cancer ou de maladies rares. Analyse et compréhension des enjeux. Études en Nouvelle-Aquitaine autour de la trajectoire estudiantine et des interactions plurielles. Thèse de doctorat sous la dire d'Éric Dugas et Dominique Berger, Bordeaux, Université de Bordeaux. Sean Donald, 1993, le praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel, Montréal, édition. Logique. STIKER Henri Jacques 2005, Corps infirmes et sociétés. Essai d'anthropologie historique, Paris, Duno, première édition 1982. Introduction, la maladie chronique, une loupe sur le passage d'âge. Nicoletta des IASIO. Cette année-là, Nino avait beaucoup grandi. Et les formes de son corps se pliaient à cette croissance de façon incohérente, se modifiaient sans ordre ni mesure, avec des effets de disproportion et de gaucherie lesquels pourtant, vu leur durée passagère, lui donnaient une autre grâce. Comme si les formes de son enfance se révoltaient, dans une lutte dramatique, avant de céder à son impatience de grandir. Elsa Morante Lastoria. L'incohérence, l'absence d'ordre et de mesure, la difficile intelligibilité des changements qui affectent Nino, le protagoniste du roman d'Elsa Morante, montre à quel point la puberté et la transition de l'enfance à l'adolescence constituent un analyseur puissant du rapport au corps. Comme dans toute situation liminaire, l'individu peut expérimenter un sentiment de perte d'emprise sur le monde, de fragilité de la présence historique. C'est le danger, formulé par De Martino dans d'autres contextes d'incertitude existentielle comme la maladie, le deuil ou la précarité extrême, que la présence individuelle même se perde en tant que centre de décision et de choix. De Martino, 1963, page 103. La puberté constitue alors un moment dense, Vinel 2012, de l'existence individuelle, une de ces transitions qui donnent lieu à une prolifération de savoirs experts et profanes, de dispositifs d'accompagnement, de pratiques sociales spécifiques et par là, rendent visibles les attentes et les préconisations d'une société donnée. Dans ce chapitre, nous présentons brièvement les premiers résultats d'une recherche sur le processus de grandir chez des jeunes de 9 à 21 ans, atteints de diabète de type 1, une maladie auto-immune chronique qui survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline ou quand l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. Il en résulte une concentration accrue de glucose dans le sang, hyperglycémie, et la nécessité d'un traitement à l'insuline qui peut être administré de différentes façons, piqûres, pompe. Les taux de glucose et leurs variations peuvent être contrôlés de nombreuses façons depuis le pic au doigt, au recours à des capteurs qui enregistrent et stockent des données et qui rendent compte de l'évolution de la maladie. Ce type d'affection requiert donc de la part des enfants une surveillance de soi, ainsi que des compétences dans la détection des signes et dans le maniement d'une culture matérielle, qui évolue avec l'âge et croise d'autres transitions biographiques. L'entrée par le diabète de type 1 permet alors de comprendre comment les enfants s'accommodent des incertitudes liées aux transformations du corps, au franchissement de différents passages, par exemple, scolaires ou médicaux, à l'évolution de la maladie. Ce questionnement est exploré dans le cadre d'un projet de recherche, Grandir avec une maladie chronique, vers une anthropologie de l'incertitude, financé par l'Institut universitaire de France. Le terrain est mené dans plusieurs hôpitaux français. Nous avons assisté à plusieurs heures de consultation, participé à 2 ateliers d'éducation thérapeutique, un sur une journée et l'autre d'une semaine, réalisé l'observation participante de plusieurs journées de diabétologie et d'une journée porte ouverte, mené des entretiens avec le personnel soignant, relevant de différentes spécialités et statuts, avec des adolescents ou jeunes adultes et avec leurs parents. La recherche étant encore en cours, les données ici citées ne peuvent pas rendre compte de la complexité d'un phénomène sur lequel nous n'avons pas encore épuisé nos connaissances. Dans les limites imposées à cette contribution, il n'est pas possible de s'arrêter sur les différences internes à notre population, genre, catégorie sociale, typologie familiale, lieu d'habitation.
Après avoir évoqué la manière dont les savoirs experts ont produit une vision du processus de grandir qui produit des formes de déterminisme et de normalisation des âges de la vie, nous montrerons comment l'expérience de la maladie infléchit l'expérience des changements corporels, affecte l'avancée en âge et désigne un type de sujet auquel les jeunes sont enjoints d'adhérer. La présence d'une pathologie chronique ou de longue durée exacerbe les tensions et les difficultés propres au passage d'âge et constitue une caisse de résonance qui amplifie ce qui est attendu des enfants et des adolescents dans notre société. 1. À la recherche du normal, dans l'âge. Le besoin de surveiller et encadrer les transitions au sein du cycle de vie n'est pas récent. Van Gennep avait bien montré la sollicitude avec laquelle les sociétés organisent les passages et les changements de statut, Van Gennep, 1909. Naissance, puberté, ménopause, fin de vie deviennent des moments de vérité où est mise à l'épreuve, entre autres, la validité des modèles familiaux et des figures de l'enfance, Diacio 2015. Entre le 19e et le 20e siècle, les techniques de la médecine de surveillance, screening, études de population, enquêtes statistiques, campagnes de santé publique, permettent de rendre mesurables, intelligibles, objectivables et prédictibles les variations de ces corps en devenir, qu'elles soient physiques, cognitives ou psychologiques. Armstrong 1983. Le processus du grandissement tel qu'il est conceptualisé dans la médecine et dans la pensée développementaliste se présente alors comme une succession régulière et universelle d'étapes. Cozzi 2015, Turmel 2006 et 2013. Ces stades sont fondés sur les faits numériques, les probabilités, la moyenne, la dispersion, les corrélations. Cette épistémologie et les dispositifs dont elle s'arme visent à stabiliser le champ de l'enfance, Turmel 2006 page 67, et donnent à voir une vision spécifique du temps, linéaire, irréversible, progressif, téléologie. Les transitions y sont interprétées comme des sauts, des moments de danger dont il est important de surveiller l'évolution. Cet ordre temporel propre à la modernité implique des conséquences dans les modèles d'enfance. Nous en relèverons 3 qui nous semblent centrales dans le cas d'enfants et adolescents touchés par une maladie chronique. En premier lieu, la succession des états selon un agencement rigoureux entraîne une conception de la normalité à 3 dimensions où être normal signifie être dans la moyenne statistique, être en bonne santé, en opposition à un état pathologique, et être acceptable. Turmel 2013 page 192, dans le sens de s'éloigner des comportements envisagés comme déviants et aberrants. Les déviations se mesurent par rapport à ce qui est approprié à un âge donné. Toute la régulation des existences enfantines et adolescentes en dépend. Entrée à l'école, activités de loisirs ou sportives, vie relationnelle. Deuxièmement, le souci de définir de manière de plus en plus précise ce qui est approprié à l'âge. Kell, 2010, ouvre des zones d'incertitude et multiplie les écarts. Plus on essaye de cerner des critères physiologiques et psychologiques universels du développement, plus on se heurte à des variations, des nuances, des idiosyncrasies, des fluctuations temporelles qui troublent les démarcations instituées, les catégorisations établies et soulèvent de nouvelles incertitudes. La médicalisation des âges jugés critiques entraîne à la fois le zèle de définir de ce qui est propre à un âge donné et la difficulté à distinguer entre changements normaux et pathologies. Enfin, l'idée de l'enfant comme être inachevé qui s'accomplit à travers un développement balisé, standardisé et universel produit aussi un rapport particulier au temps. Nous y trouvons des formes de déterminisme liées à l'âge. L'idée que tout est joué avant le collège, avant 6 ans, 3 ans, 1 an avant la naissance même. Ainsi l'épigénétique et les campagnes des 1000 jours promues par l'OMS et des ONG, qui établissent la nécessité de soigner l'alimentation des 1000 premiers jours de l'enfant depuis sa conception, voire avant aux 2 ans de vie, en sont un exemple, Jarty et Fournier 2019. Au-delà de la nécessité de prévenir des maladies et de préserver la santé, l'importance de dépister, anticiper, encourager, promouvoir, optimiser la vie fait de l'existence une succession d'épreuves où chaque dysfonctionnement, mais aussi des tâtonnements ou des égarements de parcours risquent d'entacher à jamais l'existence adulte. Être enfant devient une tâche bien lourde à un âge que nous désignons comme insouciant et affranchi des responsabilités. Et comme parents, et en particulier comme mère, on a de moins en moins le droit à l'erreur. L'autre conséquence dans ce rapport au temps est la séduction pour la précocité, ainsi que la contrainte à l'accélération et à l'anticipation.
La maladie chronique s'engouffre dans ce rapport spécifique au temps du grandir. Elle vient bouleverser ce qui est conçu comme normal, en transformant le pathologique dans une condition d'existence. Elle fait rejaillir la complexité de la construction des âges entre catégorisation socioculturelle, arrimage au biologique, expérience biographique. La temporalité basée sur une succession linéaire et prévisible d'événements laisse la place à des alternances de crise et de stabilisation, d'avancée et de recul. Aux passages habituels, par exemple celui scolaire ou physiologique, s'ajoute la transition entre services de soins de la pédiatrie aux prestations pour adultes. Une maladie grave ou de longue durée bouleverse également le normal dans l'âge, à savoir l'évidence de conduite qui sont le propre d'un temps de la vie. Elle interroge l'appartenance à une communauté enfantine autant du point de vue des jeunes malades que des autres enfants et des adultes. La première hospitalisation de l'enfant met en question chez les parents, et parfois chez le premier intéressé, le sentiment de sa normalité, le place dans une position potentiellement hors de l'enfance, ce qui comporte un processus de réidentification à un groupe d'âge évoluant avec l'avancée de la maladie, Bloubon-Langner, 1996. Les compétences acquises modifient la hiérarchie habituelle liée à la distribution de savoir et de pouvoir entre les âges. Par exemple, le jeune élève diabétique qui connaît mieux le fonctionnement de sa pompe à insuline que son institutrice. La séduction pour l'anticipation peut se teinter d'ambivalence entre l'incertitude relative à l'évolution de la maladie, les contraintes du projet thérapeutique, et la volonté d'être dans le présent, se souciant peu ou pas des conséquences de ses actes, suivant ce qui est conçu dans la société française contemporaine comme une des caractéristiques de l'enfance et de l'adolescence. Mais ce rapport complexe au temps nous semble moins une mise en question de la normalité qu'une loupe posée sur elle, laquelle révèle de manière plus générale les déterminismes liés à l'âge et les injonctions qui accompagnent ce processus d'incorporation du temps qu'on nomme grandir. 2. Une condition qui amplifie l'incertitude du grandir. Nous avons analysé ailleurs à quel point la transition de l'enfance à l'adolescence constitue un enchâssement complexe de dimensions biologiques, personnelles, familiales, sociales. Diacio et Vinel 2017. La tension entre un processus biologique continu et multiforme et des bornes sociales d'âge produisent de l'incertitude. Les stades de croissance si clairement formulés par les jeunes quand ils parlent des autres enfants se révèlent inadéquates pour décrire une expérience singulière. Une grande diversité des signes de croissance, taille, pilosité, caractère sexuel secondaire, odeur, est exprimée, tout comme le bon moment de leur manifestation. Passer d'un âge à l'autre n'implique pas un changement majeur qui l'emporterait sur les autres, mais une constellation de transitions qui se croisent sans se superposer. Les passages scolaires, l'entrée dans la majorité sexuelle, les métamorphoses du corps, les transformations de style de vie, la géographie affective et relationnelle. À l'adolescence et à l'aube de la jeunesse, ce sentiment d'instabilité, et la perception d'être singulier, semblent amplifiés par l'expérience du diabète de type 1. Aux incertitudes liées à la puberté vécues par les jeunes sans pathologie, s'ajoutent les fluctuations des hypo- ou hyperglycémies plus fréquentes et souvent inattendues. Les prises de poids, les variations hormonales, les premières règles obligent à des réajustements des doses d'insuline. Au-delà des sensations désagréables, fatigue, tête qui tourne, faim, tremblement, ces aléas engendrent l'impression de ne pouvoir maîtriser ni soi-même ni le cours de sa vie. Alors même que les adolescents pensent tout faire bien, du point de vue de la surveillance des glycémies, des repas, de l'ajustement des doses d'insuline, leurs efforts peuvent ne pas donner les résultats escomptés, le corps semble échapper avec son lot de frustration et de manque de confiance. Parfois la maladie vient même occuper toute la place de l'expérience corporelle, comme le raconte Marion, 16 ans, vivant en milieu rural, mère éducatrice, père auto-entrepreneur. Mes premières règles, parlons-en. Ma mère avait oublié de m'en parler. On était tellement prise par le diabète et l'hypersomnie qu'elle avait oublié. Ce sont les filles du séjour de la JD qui m'ont expliqué, j'ai pris une de ces peurs. Le corps est aussi modifié par les changements technologiques. Pour les enfants atteints de diabète de type 1, les dispositifs techniques ont une importance centrale. Il est indispensable de mesurer plusieurs fois par jour les taux de glycémie, de calculer le nombre d'unités d'insuline nécessaires, de transcrire ou enregistrer ces données, de s'auto-administrer le traitement par des instruments comme la pompe à insuline,
qui diffusent le médicament de manière régulière, ou des injections que les enfants et les adolescents se font eux-mêmes. Ce savoir-faire est plus qu'un geste technique, il induit une action de soi sur soi qui modifie l'identité du sujet, Rosselin 2009. Par le truchement de conduite sensorimotrice, les objets font les sujets, Varnier 1999, et la culture matérielle comporte des techniques de soi, Foucault 1988, et l'acquisition de compétences qui participent à construire la personne qui s'en sert. La pompe à insuline, les injections, les capteurs modifient la perception du corps et l'expérience des enfants et des adolescents. Ce savoir-faire est acquis et transmis à l'intersection de régimes de connaissances différents dans un tricotage de gestes, émotions, manipulation d'appareillage technique qui se modifie avec l'avancée en âge. Si le fait de grandir s'accompagne d'une progressive familiarisation avec le nouveau corps pubère, les instruments grandissent avec les enfants, ils constituent une partie de soi et suivent de ce corps changeant les tâtonnements et les potentialités. L'avancée en âge peut comporter un changement de technique, si par exemple le diabète devient plus instable. Mais le matériel peut aussi varier selon les saisons, il peut être customisé suivant la mode ou adapté aux parures propres à l'âge. Vêtements, brassards, sacs, trousses viennent intégrer les objets thérapeutiques. Face aux potentiels stigmates que représentent ces matériels médicaux, il peut y avoir des stratégies de camouflage, en évitant par exemple de réaliser des soins en public ou en privilégiant des vêtements qui cachent, Diacio, Vinel et Bichet 2019. Ces transitions technologiques peuvent être également l'effet du passage des services pédiatriques aux services adultes. Ainsi, dans un des hôpitaux observés, le service adulte encourage le port de la pompe à insuline, à la différence des injections prônées par les pédiatres, et des rencontres sont dédiées aux innovations techniques. Les compétences évoluent aussi dans le temps, car non seulement l'objet requiert des savoir-faire de la part de l'enfant, mais il contribue à les développer et à les instituer. Cathéter, pompe, seringue, à un moment comme dit Claude, 10 ans, on est prêt à exercer des actions sur soi. Toutefois, ces capacités ne sont pas acquises une fois pour toutes, car des accommodements périodiques entre corps et instrumentation thérapeutique sont nécessaires. Le temps qui passe, l'articulation entre trajectoire biographique et trajectoire de soins, les moments de transition peuvent être saisis par le rapport renouvelé aux choses, par la manière dont l'instrumentation biomédicale impose de nouveaux gestes. Ces phénomènes peuvent être analysés à l'aune des processus d'ajustement décrits par Myriam Winans, qui, en prenant l'exemple du fauteuil roulant, montre comment s'adapter au fauteuil relève d'une progressive modification de la perception que la personne a de son corps, Winans, 2007. Ce processus a lieu dans la durée et relève d'une action collective. Il ne s'agit pas uniquement de l'émergence de nouvelles capacités grâce à un processus qui transforme la personne et son dispositif, mais l'implication dans ce processus d'habilitation de plusieurs acteurs humains et non humains qui participent à l'effort d'ajustement. Ainsi, les parents ou des membres de la fratrie peuvent être impliqués dans ce travail d'ajustement. Changer de dispositif signifie enfin modifier des habitudes et se refaire la main. Dans le corps-à-corps permanent à l'objet, à travers le toucher, le regard, la sensation, s'élabore un nouveau rapport à soi et à sa chair. Avec le nouveau matériel, il faut réapprendre à se sentir, à percevoir des sensations corporelles nouvelles, à reconnaître les zones à piquer, à palper, pincer la peau, éviter le muscle. Parfois, ce réapprentissage des gestes amène à se recentrer sur la maladie, voire à une nouvelle hospitalisation. Enfants et adolescents doivent alors non seulement se faire à un nouveau corps au moment où ce dernier change vite, répondre aux transformations induites par la puberté, aux exigences de la mode, aux nouvelles manières de s'habiller liées à l'âge et au père, aux loisirs. Ils doivent également s'ajuster aux contraintes imposées par la maladie et intégrer les dispositifs techniques à ce corps en mutation. 3. Se gouverner entre régulation et transgression. Les transformations corporelles et les transitions technologiques ne sont pas uniquement porteuses d'incertitudes. Par le ressenti fin des sensations, par les gestes exercés sur son corps et par l'observation constante de ses réactions et de ses émotions, la maladie incite également à une connaissance approfondie de soi, afin de mieux ajuster le traitement aux situations, aux variations physiques et aux activités. Elle demande une autodiscipline et un autocontrôle, une régulation de soi-même. Michel, 22 ans, en formation d'ostéopathe, vivant avec sa copine dans un village en milieu rural, que les jeunes, comme les adultes,
peuvent voir comme formatrices. Grandir s'insère dans un processus de connaissance de soi par soi et la maladie chronique aiguise cette interrogation que nous avons constatée dans d'autres recherches chez des enfants non diabétiques. Que faire de soi? Que faire de son corps? À qui ressembler? Liacio 2015. En effet, le diabète de type 1 suppose de nombreuses variations selon la manière dont se présente la maladie pour chacun, selon les réactions individuelles aux médicaments, à l'exercice physique, à l'alimentation, selon les dispositifs choisis pour s'injecter l'insuline, injection, pompe, omnipode. Cette variabilité impose une surveillance quotidienne pour comprendre les réactions et les doses de traitement propres à chacun. Les consultations que nous avons observées se focalisent le plus souvent sur l'analyse et l'interprétation des données transmises par les dispositifs de surveillance de la glycémie. Ces mesures indiquent les taux de glycémie dans le sang, les écarts, hypo- ou hyperglycémie, les variations suivant les moments de la journée, les activités ou les états émotionnels. L'objectif de la quantification est la stabilisation du diabète à travers la compréhension fine de ces événements qui détraquent, altèrent ou équilibrent l'organisme. De ce fait, il ne s'agit pas uniquement d'une objectivation du cours de la maladie, mais également de la vie quotidienne et une mise en chiffres du sujet, Farabod, Nikolsky et Granjon 2013, qui permet de dégager, pour chacun, une singularité quantifiable et quantifiée. Identifier des critères standardisés, les affiner, les mesurer au plus près des spécificités individuelles et les calibrer dans une configuration propre à chacun pour le rendre plus performant, semble relever d'une double logique. Améliorer la prise en charge de la maladie et solliciter une distanciation critique, un travail de soi sur soi. Comme l'exprime Aron, 18 ans, dernière année de lycée, vivant dans un centre urbain avec une mère gestionnaire, c'est vraiment une maladie de découverte de soi. Depuis tout petit, je me remets en question. Je me remets beaucoup en question. Par exemple, si je réponds agressivement 5 minutes après, je vais me demander pourquoi j'ai fait ça. Je vais faire un dextro, NDA. Un dextro définit ici une mesure rapide de la glycémie. Et je vais me demander pourquoi j'ai fait ça, si je ne suis pas en hyper. Et depuis petit, je fais ça en fait. Se manifeste ainsi tout un vocabulaire de l'attention à soi, amenant le sujet non seulement à sentir, mais à mettre des mots sur la sensation, à préfigurer ses réactions, à savoir raconter ce qui se passe. Ces capacités sont encouragées par le personnel soignant qui invite les enfants et les adolescents à ce travail réflexif sur leur propre conduite, sur leurs difficultés, les écarts et les possibles solutions. Cette régulation réflexive investit de nombreux domaines de la vie quotidienne depuis la surveillance de l'alimentation, à la nécessité de faire de l'activité physique ou à la maîtrise des émotions. Ces pratiques sont évoquées comme la résultante de la maladie, mais également comme la réalisation de préconisations adressées à tous les individus, indépendamment de leur condition pathologique. Le diabète semble alors en appeler à une intériorisation de normes médicales et sociales, qui sont largement répandues au sein de la société française. Bien manger, avoir un bon style de vie, garder une hygiène de vie, des horaires réguliers comme un sportif, être en forme sont évoqués comme des prescriptions incontournables et comme la marque de la normalité de la maladie. On comprend alors l'irritation de ceux ou celles qui, nombreux, se plaignent d'un regard extérieur stigmatisant ou qui ont dû expliquer en classe que le diabète ne vient pas parce qu'on mange trop de sucre, parce qu'on est gourmand ou ne sait pas se retenir. Parfois le diabète est même présenté comme une opportunité de vie réglée, permettant d'éviter d'autres pathologies. La maladie s'avère alors tant un facteur supplémentaire d'inquiétude, qu'un ensemble d'expériences qui permettent de se surpasser. Ces épreuves défis, Martuccelli 2015, anticipées avec appréhension, apportent un sentiment de confiance renforcée et de dépassement de soi. Le diabète offre alors des occasions, au sein du travail biographique, pour tester des limites personnelles, mettre à l'épreuve son corps et mesurer ses performances. Résister en sport, tenir une hypo, passer des examens sans se laisser abattre par la maladie. Les expériences de changement, comme les premières règles ou les passages scolaires, peuvent alors se configurer comme des moments de vulnérabilité, mais aussi de renforcement de soi. Ainsi le passage au lycée, le baccalauréat ou la dernière année de classe préparatoire sont envisagés comme un exercice qui met à l'épreuve la capacité du sujet d'être sur plusieurs fronts.
Les premières fois qui jalonnent les passages d'âge, Boson, 2002, sont tout particulièrement porteuses d'inquiétude. Premier amour, premières ivresses, premières vacances sans les parents, premier logement constituent des moments de mise à l'épreuve où se mesure la confiance en soi, la maîtrise de la maladie et la capacité d'indépendance par rapport aux proches. Les voyages notamment constituent des moments clés de cette prise en charge de soi par soi. Je suis déjà allée en Auvergne quand j'étais en CM2, et là-bas ma mère a dû venir avec, pour le gérer parce que j'étais encore beaucoup trop jeune pour être autonome. Et le voyage à Londres que j'ai fait en 3e, là j'étais tout seul, rire. J'avais jamais autant commandé de matériel. J'ai emmené avec moi 2 boîtes, pas une mais 2 boîtes, remplies avec le triple d'insuline, le triple de Lantus, j'avais tout et au final tout s'est bien passé. Fredzy, 15 ans, père ouvrier, mère au foyer, vivant dans une petite commune en milieu périurbain. Ce discours optimiste se lézarde souvent au fil des entretiens, quand les inquiétudes, les agacements, les contrôles à répétition, la fatigue, les restrictions se révèlent comme l'envers d'une vie toute réglée. L'éthique de la résistance, Favretto, Fucci et Zaltron 2018. La quête de performance physique ou psychologique, l'imaginaire guerrier mettant en scène le combat contre la maladie, contre les désirs impromptus de bonbons, contre l'envie de ne plus être dans la constante mise en chiffre de soi, laisse la place au désarroi, au ras-le-bol, à l'incertitude de l'avenir. D'autant plus que cette vie apparemment très régulée, entre mensuration, traitement, contrôle de l'alimentation, surveillance corporelle, activité physique, tout comme l'importance donnée au futur et aux conséquences à long terme du diabète, se heurte à une autre injonction sociale faite aux adolescents, celle à l'excès, au risque, à la transgression, à la vie saisie dans l'ici et maintenant. Cette saisie de soi et cette manière d'advenir à l'âge adulte qui passe par la mise en péril ont été bien étudiées par les sociologues de l'adolescence, Le Breton 2002. La cartographie des fluctuations du corps, cartographie concrète étayée sur la matérialité des capteurs, des carnets, des impressions papier des courbes et des chiffres, cartographie racontée parfois à mi-mot, parfois avec foison de détails, participe ainsi à la formation d'un sujet qui doit savoir gérer les imprévus, s'adapter aux situations, savoir rebondir de ses erreurs, anticiper le futur tout en sachant vivre pleinement le présent. Comme le dit Aron, il faut savoir jongler avec soi. La maladie chronique amplifie alors non seulement la sollicitation sociétale à la réflexivité, à la mise en récit de soi et de sa vulnérabilité, elle intensifie une vision du corps à gérer, au moment où celui-ci se révèle encore plus comme une matrice d'incertitude et d'instabilité. Les transitions qui se produisent entre la fin de l'enfance et l'entrée dans la jeunesse ne sont pas uniquement l'effet de paliers scolaires ou de bornes d'âge, elles s'effectuent sur un temps long, elles sont le produit de plusieurs changements qui ne sont pas congruents et dont la conjonction se fait de manière complexe et spécifique pour chaque individu. Ces transitions sont envisagées par les savoirs experts comme des étapes universelles, à la progression linéaire, indiquant de manière irréfutable ce qu'un enfant, un adolescent ou un adulte doit être à un moment précis de l'existence. Elles constituent, à ce titre, des seuils porteurs de danger qu'il est important de surveiller. La maladie chronique introduit du désordre dans cette représentation du processus de grandir. Dans le cas du diabète de type 1, la maladie et les appareillages techniques pour la contrôler amplifient les incertitudes et l'instabilité d'un corps en transformation et ils exigent des ajustements matériels, et pas uniquement pour y faire face. Il s'agit de faire de la stabilité dans un monde en mouvement, avec des repères qui sont constamment à reformuler. L'injonction à être appropriée à l'âge se complexifie, d'une part parce que les jeunes sont souvent confrontés à des pratiques et à des préconisations qui touchent peu ou point leurs pairs qui n'ont pas de diabète. En même temps, les enfants et les adolescents que nous avons rencontrés expriment de manière renforcée le fait d'être comme les autres. Ils vivent alors l'injonction sociale à être acteurs de soi et de sa vie autant dans la prise de risque et dans la transgression, que dans la performance et dans la maîtrise de soi. Ils endossent la préconisation à l'autonomie, à la responsabilisation, à la gestion privée d'un corps à soi, tout en étant soumis au regard des autres, qui est très forte dans la société française contemporaine et que nous avons explorée ailleurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.